Il m'a regardé, la poitrine encore gonflée par tout ce que nous venions de faire, et m'a demandé « Te sens-tu coupable ?» Je n'ai pas bronché. J'ai croisé son regard et j'ai dit « Non, je me sens libre. » Cette nuit-là, je n'ai pas cédé. J'ai repris le contrôle, non pas avec du bruit, mais avec certitude. Dans cette robe rouge, je ne demandais pas à être choisi. Je choisissais. Et pour la première fois de ma vie, je ne survivais pas. J'étais en tête. Je m'appelle Zoé Calder. J'ai 32 ans. Et jusqu'au mois dernier, j'avais ce que les gens appellent poliment une vie prometteuse. Bon travail à Boston, un appartement correct avec des briques apparentes et un café hors de prix au coin de la rue, et un fiancé qui me regardait comme si j'avais accroché les étoiles jusqu'au jour où je l'ai surpris en train d'envoyer des SMS à son assistante à propos de ma fatigue émotionnelle. Ses paroles. Pas à moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je me tenais juste là, dans le couloir, à lire les messages tout en tenant un sac de petits pois surgelés. Et j'ai réalisé que je n'avais pas pleuré depuis 6 mois. Ni pour lui, ni pour rien. Alors, je suis partie tranquillement. Pas de discours dramatique, juste un mot sur le frigo et une semaine de loyer payé d'avance. J'ai réservé un train aller simple pour le seul endroit que je savais encore trouver sans GPS, les montagnes Catskills, dans l'état de New York, jusqu'à la maison au bord du lac appartenant à M. Grant Weston, l'ancien mari de mon père. Un homme que je n'avais pas vu depuis le milieu de la vingtaine. Un homme qui m'a appris un jour à me garer en parallèle en utilisant des bouteilles de whisky et des métaphores sarcastiques sur les hommes qui ne savaient pas tenir le volant. Il est venu me chercher à la gare, dans une Ford cabossée qui sentait le marque de café au cèdre et les vieux disques de jazz. Toujours allergique à Boston? Il a demandé, un sourcil levé alors que je jetais mon sac de sport sur le siège arrière. Toujours allergique au bavardage? J'ai répliqué. Il souriait. Seulement quand c'était utilisé comme une distraction. La maison n'avait pas changé. Toujours perché, au bord du lac comme s'il écoutait les secrets sous l'eau. Ça grince toujours aux mêmes endroits. Ça sentait encore le tabac à pipe et le cirage au citronnier. Grant m'a offert la chambre d'amis sans hésitation. Il a dit quelque chose sur le fait que le radiateur à l'étage gémissait toujours comme s'il lui devait de l'argent. Je n'ai pas demandé combien de temps je pouvais rester. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là. C'était l'accord tacite entre nous. Il a préparé du poulet rôti, des pommes de terre et quelque chose de vert qui avait l'air sain pour le dîner. Nous avons mangé en silence, interrompu seulement par le tintement occasionnel d'une fourchette dans une assiette et le doux bourdonnement de Nina Simone provenant du tourne-disque. Plus tard dans la nuit, je suis resté éveillé sur des draps fleuris, regardant les ombres des pins se balancer sur le plafond en dessous de moi. J'entendais Grant se déplacer dans le salon, dépalant et délibéré. Puis vint le son qui allait me détruire, même si je ne le savais pas encore. Musique. Pas le genre de son qu'on entend dans les ascenseurs ou dans les publicités, mais quelque chose de brut, de blues, joué en live. Un harmonica, bas et lugubre, comme quelqu'un qui se confesse sans mots. Ce n'était pas parfait. Il craquait un peu sur les bords, mais c'était réel, et cela me faisait souffrir pour des choses que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis des années. J'ai fermé les yeux et pour la première fois, depuis que j'avais quitté Boston, je ne me sentais pas perdu, juste suspendu, comme si je me tenais au bord de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer, quelque chose de vieux, quelque chose de dangereux, et peut-être quelque chose dont je ne voulais pas m'éloigner. Le lendemain matin, je l'ai trouvé au quai, pieds nus, un café dans une main, en train de poncer un canoë usé par les intempéries comme s'il l'avait personnellement offensé. Ses manches étaient retroussées, ses cheveux encore humides. Du lac. Je suis restée là un peu trop longtemps avant de m'éclaircir la gorge. Tu dors parfois? J'ai demandé. Il leva les yeux, ce même demi-sourire, tirant le coin de sa bouche. Seulement quand le monde se comporte bien.
Je l'ai rejoint avec ma propre tasse noire. Trop forte et exactement ce dont j'avais besoin. Nous n'avons pas beaucoup parlé, nous avons juste regardé la lumière du soleil onduler sur l'eau. Le silence n'était pas lourd. C'était le genre de vêtement dans lequel on s'installe comme dans un vieux sweat à capuche. C'est devenu notre rythme. Les jours passaient lentement. Là-bas, les matins sur le porche avec du café. Les après-midi avec de la musique qui s'échappe. À travers les lames du plancher, toujours du vinyle. Toujours quelque chose de bluesy ou d'insouciant. Des soirées avec des dîners simples et des conversations qui allaient des livres à la philosophie en passant par le genre de questions cons. N'est pas censé poser à des gens qui ne sont pas les siens. Je lui ai demandé un jour pourquoi il ne s'était jamais remarié. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a juste pris une longue gorgée de son bourbon et a dit « Certaines personnes sont faites pour rester. D'autres sont faites pour partir avant que la colle ne prenne. » J'ai oublié lequel j'étais. Il y avait de la tristesse dans tout cela, pas du genre brisé. Le genre calme, comme une chanson que vous fredonnez. Par habitude, même lorsque vous avez oublié les paroles. J'ai commencé à remarquer des choses comme le fait qu'il portait toujours un mouchoir dans sa poche arrière, non pas pour le spectacle, mais parce qu'il croyait qu'il était utile. Comme il sentait légèrement la fumée de bois et le bois de santal. Comment son rire ne sortait que lorsqu'il était pris par surprise, profond et brutal. Comme s'il devait le mériter, et comment j'avais arrêté de le considérer comme M. Weston. Il est redevenu Grant, ce qui était dangereux. Car Grant n'était pas un remplaçant. Grant était un homme, pas le genre de personne avec qui on sort pour Instagram. Pas le genre avec qui on flirte par ennui. Mais le genre qui pourrait vous ruiner. Doucement, lentement, honnêtement, et sans jamais élever la voix. Il m'a fait sentir vue. Non pas comme la femme qui avait échoué en amour. Non pas comme la fille qui avait fui la ville. Mais comme quelqu'un avec qui il valait la peine d'être encore. Et le calme a le don de faire disparaître des couches que vous pensiez permanentes. Un soir, après avoir bu trop de bourbon et n'avoir pas eu assez d'excuses pour quitter le salon, il a mis un disque. Quelque chose de vieux, quelque chose de sensuel. Est-ce que tu danses encore quand personne ne te regarde ? Il a demandé. Je ne sais pas, dis-je. Personne ne l'a demandé depuis un moment. Eh bien, dit-il en s'avançant. Je demande. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée à danser lentement. Pieds nus, sur un parquet grinçant, dans un pull surdimensionné, au son d'un air de jazz grinçant, sous une lampe vacillante. Sa main reposait bas sur mon dos. Le mien s'est recroquevillé contre sa poitrine. Nous avons à peine bougé, nous nous sommes juste balancés. Mais à ce moment-là, quelque chose a changé. Il me regardait, non pas comme un mari, non pas comme un invité, mais comme une femme qu'il voulait. Déshabillée avec ses deux mains et ses histoires. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas détourné le regard. Il a plu. Cette nuit-là. Pas une tempête, juste une bruine chuchotante et régulière qui faisait bourdonner les fenêtres. Et rendait le monde extérieur flou comme une aquarelle laissée trop longtemps à l'air libre. Je n'ai pas pu dormir. La chambre d'amis semblait trop calme, comme si elle retenait son souffle. Les couvertures étaient douces. Les draps sentaient le cèdre et le citron. Mais mon corps ne se reposait pas. Je me souvenais de la façon dont il m'avait tenu pendant cette danse. La façon dont sa main n'a pas glissé plus bas. Même si nous pensions tous les deux qu'elle aurait dû le faire. Je marchais pieds nus dans le couloir, suivant le crépitement sourd du jazz provenant du tourne-disque. La lampe près de elle, étagère, était allumée, projetant une lumière mielée à travers le salon. Et il était là, Grant, assis au bord du canapé, vêtu d'une robe noire et d'un jogging gris, lisant un livre d'une main, un verre de bourbon dans l'autre. Il a levé les yeux quand il m'a vu, juste un lent lever des yeux. Pas de mots. Je n'arrivais pas à dormir, dis-je doucement, en serrant mon pull plus fort autour de moi. Moi non plus, répondit-il, voix basse et calme comme s'il ne voulait pas perturber le moment. Entre nous, je me suis assis en face de lui. La pièce semblait plus chaude qu'elle n'aurait dû l'être. Ou peut-être que c'était juste lui.
Qu'est-ce que tu lis? J'ai demandé même si le livre ne m'intéressait pas. Baldwin, dit-il. Certaines vérités ne vieillissent pas. Nos regards se sont croisés. Ces mots flottaient dans l'air comme une invitation que je ne savais pas comment déballer. Il ferma lentement le livre et mit le verre de côté. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Et puis, comme si nous avions tous les deux entendu une permission silencieuse se mettre en place, il s'est levé. Et a traversé la pièce, il s'est arrêté. Devant moi, sans me toucher, sans se précipiter. Juste là, attendant, me donnant l'espace pour dire non. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis levée aussi. Mon cœur battait fort tandis que j'attrapais sa chemise, mes doigts effleurant l'ourlet, attendant d'être arrêté. Il ne souriait pas. Il ne respirait même pas lourdement. Il était toujours là, comme si c'était sacré, comme si cela avait de l'importance. Quand il s'est penché et m'a finalement embrassé, ce n'était pas doux. C'était profond, sans complexe. Des mois de retenue s'effondrent dans une pression électrique délibérée de sa bouche, contre la mienne. Mes mains ont trouvé sa poitrine, puis son cou, puis se sont emmêlées dans ses cheveux. Alors qu'il me tirait plus fort, comme s'il en avait besoin, pour survivre à la nuit. Nous nous déplacions dans la maison comme si nous lui appartenions, comme si les murs avaient toujours su que nous arriverions ici. Il m'a pressé doucement contre la vieille table à manger en bois, ses doigts glissant sous mon pull, attirant de la chaleur à chaque endroit qu'il touchait. Sa voix brisa le silence, rauquée, haletante contre ma gorge. Dis-moi que tu veux ça? Je le fais, murmurai-je. Je voulais ça depuis plus longtemps que je ne l'ai admis. Il m'a soulevé sur la table, comme si je ne pesais rien. Et puis si votre cœur bat comme le mien sur cette table, si vous avez ressenti chaque respiration, chaque regard, chaque centimètre d'abandon, montrez un peu d'amour avec un super chat ou un super autocollant. C'est ainsi que nous continuons à raconter des histoires aussi crues, aussi risquées, aussi réelles. Il ne s'est pas précipité. Il m'a exploré, cartographié, avec sa bouche dans ses mains comme s'il apprenait une langue faite entièrement de allaitement et de chair de poule. Et je ne me suis pas retenue. Je lui ai tout donné. La cambrure de ma colonne vertébrale, le tremblement de mes cuisses, la façon dont j'ai prononcé son nom comme si c'était à la fois une prière et une supplication. Il m'a embrassé comme s'il avait attendu des années pour oublier à quel point il était prudent. Et quand ce fut fini, quand nous étions essoufflés, emmêlés et nus, je n'ai pas ressenti de honte. Je me sentais choisie, revendiquée, non possédée, non utilisée, juste vue, comme si la femme que j'étais devenue valait chaque limite silencieuse que nous venions de brûler. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la lumière du soleil traversant les rideaux en lin, et le bruit d'une seule tasse à café posée sur le comptoir. Grant était déjà habillé, debout près du lavabo, me tournant le dos. Il versait de l'eau dans la presse française comme si de rien n'était, comme si je ne l'avais pas laissé m'emmener sur la table même où il avait l'habitude de laisser les avis de loyer et les clés supplémentaires. Je me suis assis lentement, la couverture empruntée, glissant de mon épaule. Mon corps me faisait mal. Mais ce n'était pas seulement physique. C'était cette douleur vulnérable que vous ressentez lorsque votre cœur a été touché. De matin, il dit, toujours face à la fenêtre. Son ton était neutre. Poli. Trop poli. Matin. J'ai répondu en essayant de ne pas laisser paraître le nœud dans ma gorge. Il m'a tendu une tasse, sans me regarder directement. Ses doigts effleurèrent les miens, juste pendant une seconde. Juste assez pour nous rappeler à tous les deux que la nuit dernière n'était pas un rêve. Mais il ne dit toujours rien. Je me suis assis à l'îlot de cuisine tandis qu'il s'appuyait contre le comptoir, sirotant son café comme si nous n'existions pas soudainement dans un espace qui avait été fondamentalement modifié. J'ai essayé de penser à quelque chose à dire, quelque chose de décontracté, quelque chose qui ne rendrait pas cette matinée si fragile. Mais chaque phrase que je répétais me semblait stupide. Alors, au lieu de cela,
nous avons tous deux laissé le silence s'étirer comme une corde raide. Plus tard dans la journée, je suis descendue au sous-sol, où il gardait son atelier, principalement pour éviter d'être dans la même pièce et de prétendre que nous n'avions pas brûlé une limite ensemble. L'odeur du cèdre, du vernis et de la vieille poussière m'a aidé à m'ancrer. Ces outils étaient alignés avec la précision d'un moine. C'était le seul endroit de la maison qui n'avait pas été touché par ce que nous avions fait. Ce soir-là, nous avons préparé le dîner comme d'habitude. J'ai coupé des légumes. Il a grillé du poulet. La conversation a de nouveau tourné autour d'eux. Sujet sûr. Des nouvelles, des courses, le tuyau d'arrosage cassé. Et pourtant, chaque mouvement était plus fort que les mots. La façon dont j'ai évité de le frôler. La façon dont il ne s'attardait pas trop près lorsqu'il tendait la main au-dessus du poêle. Nous ne nous sommes pas touchés. Non pas parce que nous ne le voulions pas, mais parce que nous ne savions pas ce qui se passerait si nous le faisions. Plus tard dans la nuit, je me suis retrouvée recroquevillée sur le canapé avec un livre que je ne lisais pas. Grant est passé avec une couverture à la main. S'est arrêté, puis l'a drapé sur mes jambes. Nos regards se sont croisés pendant une brève seconde. Il ouvrit la bouche comme pour parler, puis la referma. « Est-ce que tu le regrettes ?» J'ai demandé, me surprenant moi-même. Il s'est arrêté. Sa voix était calme. « Je regrette le timing, pas le sentiment. » J'ai hoché la tête, mes lèvres se pressant en une ligne. Moi aussi. Et c'était tout. Nous ne l'avons pas déballé. Davantage. Je n'ai pas fait de débriefing ni de dissection. Juste deux personnes qui se remettent tranquillement d'une nuit qui les a à la fois sauvées et compliquées. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. On ne recommence pas à faire semblant une fois que quelqu'un a touché notre âme comme il a touché la mienne. Nous avions ouvert quelque chose. Et ce n'était plus qu'une question de temps avant que l'eau ne se déverse à nouveau. Quelques nuits plus tard, quelque chose a changé. Pas de manière dramatique, pas avec du tonnerre, des portes claquées ou des corps emmêlés dans le noir. C'était plus calme que ça, plus simple, mais pas moins déterminant. Grant avait laissé quelque chose sur mon lit, une robe rouge, courte, soyeuse. Le genre de robe qui ne dit rien de subtil. Il y avait avec cela une note manuscrite, juste 5 mots, si vous le souhaitez encore. Je m'assis sur le bord du lit, tenant le tissu comme s'il pouvait répondre à toutes les questions que je n'avais pas osé poser. Et puis, j'ai pris une décision. Je n'ai pas mis la robe parce que je voulais être vue. Je l'ai mis parce que je voulais me voir clairement, pleinement, sans m'excuser. Quand je suis descendue, Grant et l'un de ses anciens maris de la caserne des pompiers, Derek, étaient déjà là. Ils ont levé les yeux en même temps, et pour la première fois, je n'ai pas bronché sous leur regard. Je n'ai pas rétréci. Je me tenais dans cette robe rouge comme si c'était une armure. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous n'en avions pas besoin. Je les ai guidés. À travers chaque mouvement, chaque permission tacite, chaque choix à couper le souffle. Il n'y avait aucune honte, aucune hésitation. Seulement moi en plein contrôle de mon corps et de mes envies. Quand ce fut fini, je me suis assis dans mon lit, la poitrine se soulevant et s'abaissant, la sueur refroidissant ma peau. Grant était allongé à côté de moi, un bras derrière la tête, fixant le plafond comme s'il contenait des réponses qu'il n'avait pas encore demandées. Il tourna la tête et croisa mon regard. « Vous sentez-vous coupable ?» Il a demandé. Je n'ai pas hésité. « Non, dis-je. Je me sens libre. » Il y eut une pause, puis il hocha lentement la tête. « Alors je suppose que tu as compris. Et peut-être que elle avait compris. Non pas parce que j'ai enfreint les règles, mais parce que j'ai finalement compris qu'elle n'avait jamais été mienne. Cette nuit-là, il n'était pas question de rébellion. Il n'était pas question des hommes, de pouvoir, ni même de sexe. Il s'agissait de reconquérir quelque chose que le monde m'avait pris il y a longtemps, le droit de choisir le genre de femme que je voulais être. Et j'ai choisi ça.
Si tu m'avais dit il y a 6 mois que ce serait mon histoire, celle de la fille calmée, polie de Tacoma qui murmurait ses désirs dans les oreillers, s'excusait de prendre de la place, j'aurais ri ou pleuré, ou les deux. Mais, me voilà. Et le plus étrange, c'est que je n'ai pas honte, ni d'être resté, ni d'avoir touché, ni de m'être choisi de la manière la plus inattendue. Car voilà la vérité, personne n'en parle. Parfois, la vraie rébellion ne réside pas dans ce que l'on fait, mais dans ce dont on ne s'excuse plus. Je croyais que le désir rendait faible, qu'être désiré, ou pire, vouloir, était quelque chose à cacher, ou gérer, mais ça ne marche pas. Le désir, quand il est réciproque, quand il est sincère, peut être le miroir le plus perçant que vous puissiez vous adresser à vous-même. Il vous montre ce que vous désirez et ce que vous avez nié bien trop longtemps. Cette nuit-là, je n'ai pas été revendiqué. J'ai revendiqué ma voix, ma peau, mon choix. Ça ne me rend pas téméraire. Ça me réveille. Si une partie de cette histoire vous a fait réfléchir, si elle vous a perturbé, ému, ou fait vous sentir un peu moins seul, alors c'est peut-être là le but. Ces histoires ne parlent pas que de plaisir. Elles parlent de permission. Celle qu'on attend trop longtemps pour se donner. Alors, si vous êtes toujours avec moi, montrez-moi un peu d'amour, cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous, ou envoyez un super chat ou un super sticker si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritent un espace brut, authentique et un peu courageux. Parce que quelque part, quelqu'un est encore silencieux, a encore peur d'admettre ce qu'il veut. Et peut-être que ça l'aide à parler.